ننتقل اليوم لدرسنا الجديد la synapse ou bien la transmission synaptique. Dans ce sujet, on va aborder le mode de la transmission du message nerveux dans une synapse. La synapse, c'est une jonction qui permet au message nerveux de passer d'un neurone à un autre. Vous pouvez maintenant remarquer qu'il y a des synapses qui sont reliées entre l'axone et le corps cellulaire, entre l'axone du premier neurone et le corps cellulaire de l'autre. Il y a des synapses reliées entre l'axone du premier neurone et une dendrite du deuxième. Dans ce cas-là, on peut classifier les synapses en plusieurs types. Premièrement, si la synapse est entre un neurone et un autre neurone, comme c'est le cas de ce schéma, c'est une synapse neuroneuronique. Elle peut être axodendritique, elle peut être axosomatique si elle est entre l'axone et le corps cellulaire. Et s'il y a une synapse entre l'axone et l'axone de l'autre neurone, on l'appelle une synapse axonale. Et si la synapse, dans un autre cas, est entre un neurone et un muscle, une cellule musculaire, on l'appelle une synapse neuromusculaire ou bien on l'appelle une plaque motrice. C'est ce qu'on a expliqué à propos des types de synapses et leur classification. Maintenant, on peut aborder le sujet de la transmission synaptique. La transmission synaptique est le passage du message nerveux à travers cette synapse d'un neurone à l'autre ou bien d'un neurone à la cellule musculaire. On peut remarquer la structure de la synapse. Dans cette structure, vous pouvez observer qu'il y a un bouton terminal contenant des substances chimiques, c'est le bouton terminal de l'axone du premier neurone qui contient des vésicules et les vésicules contiennent de substances chimiques comme on l'observe ici. On peut remarquer qu'il y a un espace vide, entre le premier neurone et le deuxième neurone. C'est ce qu'on appelle la fente synaptique. Et l'autre partie du neurone suivant, il y a une membrane de ce neurone et qui fait partie de la synapse, car la synapse est une jonction. La synapse est formée d'une partie de la cellule du premier neurone et d'une partie du deuxième neurone qui font une connexion entre elles. C'est ce qu'on peut expliquer à propos de la structure d'une synapse. Maintenant, on va passer à la fonctionnement. On commence par cet exercice. Cet exercice est tiré de la session 2 de l'année 2007. Vous pouvez prendre votre temps pour lire cette donnée. Puis je vais commencer à expliquer un peu. À la première partie, ils ont
demandé d'interpréter les expériences 1 et 2. Commençons par l'expérience 1. Il y a une stimulation de la fibre nerveuse du neurone N1, c'est le neurone N1. En S1, c'est le site de la stimulation. Un potentiel d'action est enregistré en R1 puis en R2. Il y a un enregistrement d'un potentiel d'action à ce point-là et il y a un enregistrement d'un autre potentiel d'action à ce point-là. Ce qui indique que le potentiel d'action enregistré et qui est créé par la stimulation S1 dans ce neurone il a la capacité de passer ou bien d'être transmis vers le neurone N2. Mais lorsque la stimulation est faite sur la fibre N2 en S2, c'est-à-dire sur la fibre N2, sur le neurone N2 en S2 ici, on enregistre seulement un potentiel d'action au niveau de R2. C'est-à-dire que le potentiel d'action passe dans ce sens, mais il n'a pas pu passer vers le neurone N1. La signification de cette expérience est que le potentiel d'action se transmet ou bien il est transmis du neurone N1 vers le neurone N2, mais pas dans le sens inverse. Ou bien on peut dire que la transmission du message nerveux à travers cette synapse est unidirectionnelle ou bien en un seul sens ou bien en un sens unique. C'est la transmission synaptique qui est en une seule direction. Maintenant, on peut différencier le premier neurone et la deuxième. Le premier neurone, c'est le neurone présynaptique. On l'appelle présynaptique, c'est-à-dire qui est le neurone de la part d'où le potentiel d'action est arrivé. Et l'autre neurone, c'est le neurone postsynaptique, c'est-à-dire c'est le neurone qui reçoit le potentiel d'action transmis ou bien le message nerveux transmis de l'autre neurone. Comme on a observé dans notre première figure, le neurone présynaptique, c'est le neurone présynaptique ici, c'est le neurone présynaptique, c'est le neurone postsynaptique. Le neurone présynaptique contient ces messagers chimiques. Maintenant, ici, dans cet exercice, c'est le neurone présynaptique et il contient les messagers chimiques, c'est-à-dire que ici, il est plein de vésicules synaptiques qui contiennent les messagers chimiques, ou bien on les appelle le neurotransmetteur. Maintenant, dans la partie 2, déduire à partir des expériences 3 et 4, à quel niveau de la cellule nerveuse agit l'acétylcholine. C'est quoi l'acétylcholine? C'est le neurotransmetteur qui se trouve à l'intérieur du bouton terminal du neurone présynaptique. C'est un type de neurotransmetteur. Il y a un grand nombre de types de neurotransmetteurs. L'un parmi ces types de neurotransmetteurs s'appelle l'acétylcholine. Maintenant, cette acétylcholine est injectée dans l'expérience 3. Il est déposé ou bien dans la zone S, entre N1 et N2, un potentiel d'action est enregistré uniquement en R2. Ils ont déposé l'acétylcholine dans la zone S qui est la fente synaptique et ils ont obtenu un enregistrement d'un potentiel d'action en R2. Mais lorsque cette microgoutte d'acétylcholine est injectée dans le neurone N1 ou bien dans le neurone N2 lui-même, pas d'enregistrement de potentiel d'action. C'est-à-dire, on peut déduire à partir de ces deux expériences que l'acétylcholine agit au niveau de la fente synaptique ou bien au niveau de la zone S qui est entre le neurone N1 et N2. Maintenant, on passe à cette figure. On peut observer dans cette figure les vésicules de neurotransmetteurs, les vésicules d'acétylcholine qui contiennent de l'acétylcholine. Et ici, on observe encore les vésicules, mais les vésicules ici sont plus proches de la membrane plasmique du neurone présynaptique. Et on observe la couleur qui indique que ces substances chimiques ils ont été déversées entre les deux neurones dans la fente synaptique. C'est la fente synaptique qui ne contient pas
neurotransmetteur d'acétylcholine. Et ici, cette même fente synaptique euh, contient de l'acétylcholine. Il nous demande de préciser l'état dans lequel se trouve cette zone lors de la réalisation de chacune de ces électronographies. Cette zone, dans ce cas, il est au repos. Il n'y a pas une libération de l'acétylcholine, c'est-à-dire il n'y a pas une transmission du message, car nous avons découvert que la présence de l'acétylcholine dans la fente synaptique fait transmettre le message nerveux. Dans ce cas, s'il n'y a pas d'acétylcholine dans la fente synaptique, il n'y a pas de transmission, alors il y a une synapse au repos. Mais dans ce cas, la synapse est durant la transmission synaptique, durant sa fonctionnement, l'acétylcholine est déversée dans la fente synaptique et il y a une transmission du message nerveux vers l'autre neurone. De tout ce qui précède, on a pu constater que lors de la transmission synaptique, il y a premièrement arrivée du message nerveux, puis il y a libération de neurotransmetteurs dans la fente synaptique, puis il y a une transmission du potentiel d'action vers la cellule post-synaptique. Mais comment ces substances chimiques peuvent être à l'origine de la transmission d'un message? On va voir une autre expérience qui est tirée de la session de l'année 2003. Dans cette session, une injection d'acétylcholine est faite dans la fente synaptique d'une synapse et on enregistre les résultats. Avec l'augmentation de la concentration d'acétylcholine injectée, on observe une augmentation de la potentielle postsynaptique qui est obtenue dans la cellule postsynaptique jusqu'à on observe un potentiel d'action. Mais ce qui est important, c'est l'expérience dans notre problème. On injecte de l'acétylcholine marquée au niveau d'une synapse acétylcholine. Après autoradiographie, donc l'acétylcholine est marquée radioactivement et on peut observer où va cette acétylcholine. On observe que l'élément postsynaptique se révèle radioactif. C'est-à-dire, l'élément postsynaptique, c'est l'élément qui est après. C'est l'élément postsynaptique. La membrane plasmique de ce récepteur, de cette membrane postsynaptique se révèle radioactive. C'est-à-dire que les molécules d'acétylcholine se sont fixées au niveau de la membrane postsynaptique, ce qui nous permet de conclure la présence de récepteurs qui sont de molécules membranaires pouvant fixer d'autres molécules. Ici, il y a des récepteurs pour l'acétylcholine qui peuvent fixer l'acétylcholine et cette fixation permet la transmission du message. Une question ou bien un problème final, c'est comment la fixation de telle substance sur la membrane postsynaptique est capable de transmettre le message. À ce moment-là, on peut dire que l'arrivée du message nerveux fait libérer l'acétylcholine. La fixation de l'acétylcholine sur la membrane plasmique fait transmettre le message. Mais comment cette fixation peut transmettre le message? On va voir une réponse à ce problème dans cette vidéo. On peut observer cette synapse, c'est en anglais, mais on va traduire toutes les informations. Cette synapse, qui est entre un neurone présynaptique et un neurone postsynaptique, montre des vésicules contenant des neurotransmetteurs. Et il y a ici un message nerveux qui va arriver au niveau de dans la membrane plasmique de cette synapse. Ce message fait ouvrir les canaux de calcium et les canaux de calcium font
euh, font entrer des ions de calcium à l'intérieur, ce qui provoque l'exocytose ou bien la libération des neurotransmetteurs qui sont l'acétylcholine. Ces neurotransmetteurs se fixent sur les récepteurs postsynaptiques et font rentrer des ions Na+ à l'intérieur de la cellule postsynaptique. Donc les récepteurs postsynaptiques sont les récepteurs postsynaptiques sont quoi? Sont des canaux à Na+, qui peuvent fixer l'acétylcholine et peuvent s'ouvrir sous l'action de l'acétylcholine. Et cette ouverture de ces canaux à Na+, provoque l'entrée des ions Na+. Et comme on a déjà étudié le potentiel d'action qui commence par une ouverture de canaux Na+, qui fait rentrer des ions Na+ vers l'intérieur de la cellule vers l'intérieur de la cellule, c'est une idée tout à fait similaire, mais l'ouverture des canaux Na+ maintenant est réalisée par des substances chimiques. C'est pourquoi on appelle ces canaux les canaux Na+ chimiodépendants et non pas voltage dépendants. Là, le message nerveux est transmis maintenant vers la cellule postsynaptique, mais il faut un autre phénomène. Il faut que les neurotransmetteurs ils vont être détruits par des enzymes. Les enzymes maintenant apparaissent comme elles sont colorées en bleu. Ils détruisent les acétylcholines. Ces enzymes détruisent les acétylcholines et provoquent encore la récapture des neurotransmetteurs vers la cellule présynaptique pour être utilisés une autre fois dans une autre transmission synaptique ultérieure. C'est la transmission synaptique. On va maintenant répéter brièvement les informations. Dans la transmission synaptique, il y a premièrement arrivée de potentiel d'action. Ici, il y a des canaux de calcium. L'ouverture des canaux de Ca2+ font entrer des ions calcium vers l'intérieur du bouton terminal de la cellule présynaptique. Ces boutons terminal libèrent de l'acétylcholine ou bien les neurotransmetteurs que ce sont. Ils les libèrent dans la fente synaptique, puis les neurotransmetteurs se fixent sur la membrane postsynaptique qui contient des canaux à Na+. Dans ce cas, on va étudier d'autres types de canaux sur la membrane postsynaptique ultérieurement. Ces canaux Na+ s'ouvrent, il y a entrée des ions Na+ à l'intérieur de la cellule postsynaptique, ce qui va déclencher un potentiel d'action ou bien une réponse ou bien un changement du potentiel de membrane de la cellule postsynaptique. Finalement, les neurotransmetteurs vont être dégradés par des enzymes, et ils vont être récapturés, ils vont être réabsorbés par la cellule présynaptique vers des nouveaux vésicules pour être utilisés ultérieurement dans des messages nerveux nouveaux. Merci beaucoup.